Bonjour, mon nom est Pierre Drapeau, je suis président, directeur général de la Fédération des chefs d'entreprise du Québec. Il me fait plaisir de vous recevoir dans cette série de balados qui s'intitule Les Semaines de la défense canadienne. Cette série de balados s'adresse particulièrement aux entrepreneurs québécois. Les entrepreneurs québécois qui actuellement sont peut-être déjà en affaires avec les grands donneurs d'ordre, que ce soit au niveau canadien ou à l'extérieur du pays, dans le secteur de la défense, mais aussi aux milliers d'autres entreprises qui se posent des questions actuellement, à savoir s'il y a des opportunités d'affaires potentielles dans les prochaines années pour elles dans cette filière économique d'importance dans laquelle il y a des dizaines, voire des centaines de milliards qui seront investis, tant au niveau des opérations de la défense que des infrastructures en tant que telles. Alors déjà, on entend quelques histoires à succès au Québec d'entreprises qui se positionnent très habilement et je les félicite personnellement. Merci beaucoup et bon visionnement à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes, et merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour discuter de la nouvelle agence de l'investissement pour la défense. Mon nom est Nicolas Nabat et je suis le DG côté approvisionnement au sein de l'agence pour les approvisionnements de la marine, les approvisionnements spatiaux et les approvisionnements de l'armée de terre. Comme vous le savez, depuis de nombreuses années, la réforme de l'approvisionnement en matière de défense au Canada fait l'objet d'études approfondies, de débats et de recommandations sous des gouvernements successifs. Au cours des 2 dernières années, plusieurs rapports clés ont mis en évidence l'urgence d'apporter des changements concrets. En juin 2024, le Comité permanent de la défense nationale a publié son vaste rapport L'heure du changement a sonné. Réforme de l'approvisionnement en matière de défense au Canada qui souligne les obstacles systémiques ralentissant la livraison de capacités essentielles. Le même mois, le directeur parlementaire du budget a publié un rapport faisant état de la hausse des coûts et des retards associés aux brise-glaces polaires du Canada. Plus récemment, la vérificatrice générale du Canada a déposé 2 rapports importants. L'un en décembre 2024 sur l'application des retombées industrielles et technologiques dans les marchés de défense et l'autre en juin 2025 sur les futurs avions de chasse du Canada. Pris dans leur ensemble, ces rapports mènent à une conclusion claire. Malgré le dévouement et l'expertise présents dans l'ensemble des ministères, le système canadien d'approvisionnement en défense est confronté à des défis structurels qui entraînent une croissance évitable des coûts, une gouvernance complexe et des retards dans la livraison de capacités essentielles aux forces armées canadiennes et à la garde côtière canadienne. Des enjeux comme la gouvernance fragmentée, les spécifications excessivement personnalisées et les longs processus d'approbation ont été soulevés de façon répétée par le Parlement, l'industrie et nos alliés. C'est dans ce contexte que le gouvernement du Canada a créé l'Agence de l'investissement pour la défense. Son objectif est simple mais ambitieux: centraliser, rationaliser et accélérer l'approvisionnement en matière de défense. Pour démontrer davantage l'importance de la reconstruction des forces armées canadiennes, le 17 février dernier, le Premier ministre Carney a annoncé la toute première stratégie industrielle de défense du Canada, plaçant l'agence au cœur de l'approvisionnement en défense. Cette stratégie témoigne de l'intention du gouvernement d'établir l'agence comme entité indépendante par voie législative au printemps 2026, un échéancier ambitieux qui reflète le sérieux du contexte actuel. Dès le départ, l'Agence de l'investissement pour la défense a été conçue pour livrer plus rapidement et de façon plus prévisible que le modèle traditionnel. Cela repose en partie sur des pouvoirs adaptés spécifiquement à l'approvisionnement en défense. Par exemple, l'agence bénéficie d'autorités fondées sur le risque qui permettent d'approuver les stratégies d'approvisionnement en amont, rendant possible le lancement de travaux préliminaires sans attendre l'obtention de toutes les autorisations contractuelles graduellement.
Elle dispose également d'une plus grande flexibilité dans la négociation des limites de responsabilité, ce qui raccourcit les cycles de négociation, ainsi qu'une dépendance réduite aux approbations du Conseil du Trésor, permettant de gagner plusieurs mois avant l'attribution des contrats. La structure organisationnelle elle-même est tout aussi importante. L'agence est volontairement plus petite et plus ciblée, avec une gouvernance rationalisée et un accès direct aux décideurs de haut niveau. Cela réduit les travaux d'examen et permet de résoudre rapidement les enjeux. Les projets sont gérés selon une discipline rigoureuse du chemin critique, de sorte que les échéanciers sont activement pilotés plutôt que simplement suivis. Parallèlement, l'agence ne réinvente pas l'approvisionnement à partir de zéro. Bon nombre d'outils que nous utilisons existent déjà, mais nous les appliquons plutôt de manière plus cohérente et plus stratégique. Cela comprend le recours à des partenariats stratégiques pour accélérer la livraison, à des approvisionnements dirigés lorsque cela est justifié, ainsi qu'à des approches de présélection qui concentrent la concurrence entre fournisseurs qualifiés plutôt que de recourir systématiquement à des processus entièrement ouverts. Nous élaborons également un guide plus cohérent afin que ces approches soient envisagées dès le lancement des projets plutôt que d'être introduites plus tard lorsque les échéanciers sont déjà serrés. Nous poursuivons aussi nos travaux avec nos collègues du ministère de la Défense nationale et d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada afin de rendre l'approvisionnement en défense plus facile à naviguer pour les fournisseurs. Un changement fondamental qui soutient l'ensemble de ces efforts est l'interaction plus précoce et plus approfondie avec le ministère de la Défense nationale. L'agence sera intégrée aux principaux points décisionnels qui façonnent les exigences dès le départ. Au cours des 2 derniers mois, cela a inclus la participation aux étapes décisionnelles de l'analyse des options du ministère de la Défense nationale, là où les considérations d'approvisionnement n'étaient pas auparavant présentes, ainsi qu'une participation active au comité de capacité de défense et aux examens menés par le groupe indépendant d'examen des acquisitions de défense. Cela permet de s'assurer que les exigences sont informées, non seulement par les besoins opérationnels, mais aussi par la stratégie d'approvisionnement, la capacité industrielle et les échéanciers de livraison dès le premier jour. Cette approche est complétée par un engagement plus intensif et itératif auprès de l'industrie, ce qui nous permet de mieux comprendre les capacités d'affiner les exigences et d'obtenir de meilleurs résultats pour le Canada, en particulier dans le cadre des approvisionnements fondés sur des partenariats. Enfin, l'ensemble de ces éléments est mis en œuvre au moyen d'équipes de projets intégrées, des responsables de l'Agence de l'investissement pour la défense, de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes et d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada travaillent comme une seule équipe avec une responsabilité partagée et des objectifs harmonisés. Cela réduit les frictions, améliore la cohérence et accélère la prise de décision tout au long du cycle de vie des grands projets d'approvisionnement. D'autres changements seront apportés au cours des prochains mois à mesure que la stratégie industrielle de défense précisera davantage le mandat de l'agence. Au cours de cette démarche se trouve le cadre Construire, s'associer, acheter, qui privilégie la construction au Canada lorsque c'est possible, les partenariats avec des alliés de confiance lorsque cela est judicieux, et l'achat à l'étranger uniquement lorsque nécessaire. Cette approche reflète une orientation politique claire, renforcer l'autonomie du Canada en matière de défense, créer des emplois au pays et faire en sorte que les dépenses de défense génèrent des retombées économiques et sécuritaires durables. L'agence est responsable de la mise en œuvre opérationnelle de ce cadre et de l'avancement de la directive Acheter canadien, y compris l'objectif d'augmenter à 70% la part des contrats de défense attribués à des entreprises canadiennes au cours de la prochaine décennie. En coordonnant les efforts entre les ministères et en collaborant étroitement avec l'industrie, l'agence offrira des signaux de demande plus clairs, garantira une part de travail au pays et renforcera les chaînes d'approvisionnement pour des intrants essentiels comme les munitions, les minéraux et les matériaux de pointe.
Même à ce stade précoce, nous commençons à en voir les résultats. Des annonces récentes, comme la sélection du bombardier Global 6500 pour remplacer la flotte de Challenger et le partenariat stratégique entre Telesat et MDA et le gouvernement du Canada dans le cadre du projet de communication satellitaire amélioré Arctique, illustrent une approche plus intégrée et rationalisée pour les approvisionnements prioritaires. Nous avons également démontré que ces nouvelles approches portent leurs fruits, notamment en utilisant une approche novatrice fondée sur le risque pour attribuer un contrat de 307 millions de dollars à Colt Canada afin de moderniser et d'améliorer les fusils d'assaut modulaires du Canada. J'aimerais maintenant me tourner vers un projet qui est peut-être le plus important marché public de l'histoire récente du Canada. Il s'agit du programme de sous-marins canadiens de patrouille. Ce projet représente un tournant pour la sécurité maritime et la souveraineté du Canada dans l'Arctique, dans un contexte mondial de plus en plus complexe. Avec le plus long littoral au monde, s'étendant sur 3 océans, et alors que les changements climatiques ouvrent de nouvelles routes maritimes dans l'Arctique, le Canada est confronté à des défis évolutifs qui nécessitent une capacité sous-marine robuste, moderne et résiliente. Les sous-marins sont particulièrement bien adaptés à cette mission. Leur furtivité, leur endurance et leur portée permettent au Canada de détecter et de dissuader les menaces, de recueillir du renseignement, de protéger les approches maritimes et d'opérer efficacement au pays, en Amérique du Nord et aux côtés de nos alliés à l'étranger. En 2024, dans le cadre de la politique de défense renouvelée, notre Nord fort et libre, le gouvernement a annoncé son intention d'acquérir jusqu'à 12 sous-marins à propulsion conventionnelle capables d'opérer sous la glace. Ces bâtiments fourniront à la Marine royale canadienne des capacités accrues de surveillance, renforceront la dissuasion et assureront une présence persistante sur l'ensemble des approches maritimes. Pour amorcer ce processus, le gouvernement a lancé en 2024 une demande d'information afin d'évaluer les modèles de sous-marins disponibles et la capacité de l'industrie. L'objectif est d'attribuer un contrat cette année, avec une première livraison prévue au plus tard en 2035. En août 2024, une étape majeure a été franchie lorsque 2 fournisseurs qualifiés ont été retenus pour passer à l'étape suivante. ThyssenKrupp Marine Systems, avec l'appui des gouvernements de l'Allemagne et de la Norvège, et Hanwha Ocean, avec l'appui de la République de Corée. La création de l'Agence d'investissement en défense est particulièrement déterminante pour un projet de cette ampleur et de cette complexité. En intégrant l'expertise en approvisionnement et en politique publique de l'ensemble du gouvernement, l'agence est mieux positionnée pour gérer de grands programmes navals et pour appliquer l'éventail complet d'outils que j'ai décrits, de l'alignement précoce des exigences au partenariat stratégique et à l'engagement accru avec l'industrie. Le programme de sous-marins canadiens de patrouille fournira des capacités essentielles aux forces armées canadiennes, tout en générant des retombées économiques partout au pays. Les 2 soumissionnaires se sont engagés à réaliser d'importants investissements, notamment en matière de soutien en service, contribuant ainsi à ancrer une activité industrielle à long terme au Canada. En tirant parti de cet approvisionnement pour renforcer les capacités nationales de soutien et les capacités industrielles, nous réaffirmons notre engagement envers une industrie de la défense plus résiliente et plus compétitive. En conclusion, le programme de sous-marins canadiens de patrouille, désormais mené dans le cadre d'un système d'approvisionnement modernisé dirigé par l'Agence de l'investissement pour la défense, constitue un investissement à long terme dans la sécurité du Canada. Il renforcera la capacité du Canada à défendre ses eaux, à honorer ses engagements envers ses alliés, à diversifier ses capacités navales et à soutenir l'innovation et l'industrie canadienne. Grâce à des processus renouvelés, à une intégration accrue et à des pouvoirs plus agiles, le Canada est mieux positionné pour livrer cette capacité essentielle à la Marine royale canadienne. Je vous remercie de votre attention.
C'est maintenant le moment du conseil juridique du jour en matière d'immigration. Pour vous présenter ce conseil, nous avons invité M. Marc-André Séguin, notre partenaire en immigration, qui est associé et cofondateur chez la firme Exeo. Marc-André, bonjour. Bonjour Pierre. Marc-André, le gouvernement fédéral annonce des investissements massifs en défense. Pour un chef d'entreprise québécois qui fournit des services à ce secteur ou qui veut y entrer, qu'est-ce que ça change concrètement? Pierre, ce qui change réellement, c'est l'échelle des investissements du gouvernement dans le secteur et la durée de l'horizon. Donc, le Canada vient d'atteindre la cible autant de 2 % du PIB en dépenses de défense pour la première fois de son histoire. Et ce n'est qu'un début, parce que le premier ministre Carney a déjà annoncé qu'on vise vers une trajectoire vers 5 % d'ici 2035. Ce sont des chiffres qui se traduisent en contrats concrets, qu'on pense à la construction navale dans les maritimes, dans le secteur de Lévis ou encore sur la côte ouest. Et il y a toutes les entreprises qui participent à la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à la fabrication de munitions, à la modernisation des bases militaires, à la cybersécurité, l'aérospatiale, la surveillance de l'Arctique, une industrie de drones militaires qui se développe rapidement. Au Québec, on peut penser à Davy dans le secteur de Lévis, mais on pense aussi aux firmes d'ingénierie de Montréal, aux fournisseurs aérospatiaux, qu'ils soient de la Rive-Sud ou dans le secteur de Mirabel, aux entreprises de construction qui vont décrocher des contrats de réfection de base. C'est une demande qui va s'étaler sur des années. Et le marché canadien, malheureusement, n'a tout simplement pas tous les travailleurs spécialisés pour répondre à cette demande. Et ça, c'est pas une opinion. C'est une pure question d'arithmétique. Le Canada, malheureusement, même si on déployait toute la force de formation de notre main-d'œuvre à l'échelle nationale et qu'on la destinait au secteur de la défense, ne produirait pas certains corps de métier ou certaines expertises, certains talents en quantité suffisante pour répondre à la demande qu'on voit actuellement et qu'on anticipe pour l'avenir. Donc, évidemment, une partie de la solution repose sur la main-d'œuvre étrangère, sur le recrutement à l'international. Et donc, les entreprises qui commencent à réfléchir à leur stratégie de recrutement international maintenant vont nécessairement avoir une longueur d'avance décisive sur les entreprises qui attendent. Et donc, la planification de cet horizon est cruciale pour les entreprises d'ici. Excellent. Merci beaucoup, Marc-André, de ce précieux conseil. Merci. Alors, bonjour, chers participants. C'est maintenant la deuxième partie de ce profil d'entreprise que nous faisons avec Groupe ProB, une entreprise industrielle dont les capacités dépassent les frontières des projets industriels que l'on peut connaître au Québec, donc qui sont impliqués dans les grands projets industriels. Et avec nous pour en parler, on a encore une fois l'honneur de recevoir Pierre-Olivier Desmarais, responsable du développement des affaires dans cette entreprise. Monsieur Desmarais, bonjour. Bonjour Pierre. Parlez-nous justement des capacités de Groupe ProB. Je comprends qu'il y a plein de possibilités, notamment dans le secteur de la défense, évidemment. Un secteur que vous connaissez bien, puis dans lequel vous voyez plein d'opportunités venir encore. Mais parlez-nous des capacités de Groupe ProB pour que nos auditeurs, qui sont pour plusieurs des chefs d'entreprise, voient peut-être une occasion de partenariat ou une occasion d'affaires quelconque. Bref, c'est ce qu'on veut essayer de susciter aussi par cette série. Donc, chez Groupe ProB, on a deux grands volets qu'on offre. Le premier, c'est notre rôle d'entrepreneur général où on prend en charge des projets industriels complexes, de la planification jusqu'à l'exécution puis la livraison du projet. Puis le deuxième, qui est notre capacité de fabrication. Dans le fond, on a nos installations à Trois-Rivières dans lesquelles on fait de la structure d'acier, de la tuyauterie industrielle, puis de la chaudronnerie spécialisée. Donc, dans la chaudronnerie, on fait des échangeurs de chaleur, on fait des réservoirs sous pression, etc. Ce qui nous distingue, c'est vraiment la combinaison de ces deux forces-là. Ça comprend autant les enjeux de chantier que les réalités de fabrication.
Ça nous permet d'offrir des solutions complètes dans les prix puis dans les temps pour nos clients. Merci beaucoup pour ces explications, M. Desmarais. Puis, on se revoit très bientôt pour la 3e capsule. Merci, Pierre. Ça me fait un très, très grand plaisir de contribuer au balado aujourd'hui. J'ai pris ma retraite très récemment et ça me fait plaisir de servir la communauté de la défense différemment. On parle de retombées industrielles et technologiques, RIT. Je ne suis pas sûr que tout le monde qui va nous écouter comprend bien le concept. Puis, si tu me permets, Yvan, je vais couvrir cette partie-là en premier. Typiquement, lorsqu'il y a un gros contrat de signer avec le gouvernement du Canada, et ça ne s'applique pas seulement en matière de défense, il va y avoir des retombées industrielles et technologiques qui vont être appliquées. Et la demande, typiquement, est 100% de la valeur du contrat signé. Donc, si une compagnie signe un contrat d'une valeur de 10 millions, le gouvernement du Canada va s'attendre à ce qu'il y ait des retombées économiques d'une valeur de 10 millions qui vont être livrées lors de la livraison du projet en question. Et avant que je touche les éléments qui ont été couverts dans l'article qui a été publié dans le journal Les Affaires, je pense que c'est important de faire une certaine mise en contexte. Et le contexte est important. Le gouvernement Carney, avec la publication de la stratégie industrielle en défense, a identifié une volonté de réduire la proportion de nos dollars dépensés en défense qui allait vers les États-Unis d'un pourcentage d'environ 75%. Une cible qui varie selon ce que vous lisez. La cible varie de 30 à 50% de dollars qui vont vers les États-Unis dans le futur. L'autre pièce du contexte qui est extrêmement importante et que j'aimerais couvrir d'emblée, c'est la complexité des appels d'offres au Canada. Le Canada et les Forces armées canadiennes représentent un client extrêmement complexe pour l'industrie. Souvent, nos appels d'offres, nos requests for proposals sont extrêmement volumineux. Mais nos exigences sont très draconiennes. On n'est pas un client facile. Je pense, par exemple, l'entraînement qu'on doit donner à nos techniciens, nos pilotes, est extrêmement complexe. Dans cet environnement-là d'appel d'offres extrêmement complexe, ça a été un environnement extrêmement hermétique et complexe pour les PME pour percer le marché de la défense. Je vais vous donner un autre exemple pour illustrer la complexité des appels d'offres et des contrats au Canada. Et ça fait référence au projet que j'ai mené pendant les 8 dernières années. Le contrat contenait plus de 2300 besoins obligatoires, des milliers de pages, sans compter les plus de 600 documents ou standards qui étaient mis en référence dans le contrat. Donc, si on imprimait tous ces documents-là, il faudrait littéralement un camion pour transporter le tout. C'était extrêmement complexe. Et le projet RPAS, Remotely Piloted Aircraft System, n'est pas unique. Si vous ouvrez un contrat pour les avions chasseurs ou les frégates ou le projet de sous-marin qui s'en vient bientôt, ça va être des appels d'offres extrêmement complexes. Donc, dans ce contexte, l'écosystème de l'approvisionnement a été inhospitalier pour les PME. L'intégration des PME dans le réseau des grands fournisseurs
ou des maîtres d'œuvre, ou des fois on entend des donneurs d'ordre, les OEM, les Original Equipment Manufacturer. L'intégration là, se heurtait à une forte résistance systémique. Et c'est ça que j'ai abordé dans l'article qui a été publié plus tôt ce mois-ci dans le journal Les Affaires. Et sous-jacent à tout ça, là, et il touche dans l'article, c'est l'aversion au risque. Tout le système d'approvisionnement et tous les joueurs, je ne veux pas pointer un ministère en particulier, parce que je pense que c'est l'ensemble de l'écosystème du gouvernement qui était pas très tolérant au risque, que ce soit le Conseil du Trésor, le Service public et approvisionnement Canada, le ministère de la Défense ou Innovation, Sciences et Développement économique, qui sont responsables justement des retombées économiques et technologiques. Tout ce monde-là, ensemble, était peu tolérant au risque. Maintenant, ce qui a changé avec la stratégie industrielle en défense. La stratégie industrielle en défense... Avant que tu ailles là, Oui. Marc, moi, ce Oui. que je comprends de ça, là, c'est ce que tu dis, c'est que c'est les compagnies qui eux autres, allaient faire des offres qui étaient un peu réticentes à utiliser des compagnies canadiennes parce que c'était trop Absolument. compliqué, là. Ils s'en allaient vers leur fournisseur habituel de leur marché national à la place, ce qui défavorisait les Canadiens. Absolument. Absolument. Il y avait un niveau de confort Ah. avec la chaîne d'approvisionnement qui était déjà établi pour la plupart de ces grands fournisseurs-là, ces OEM-là. Et souvent, ces sous-contracteurs-là ou les fournisseurs de sous-systèmes, si vous voulez, étaient des compagnies qui n'étaient pas canadiennes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pour illustrer ce phénomène-là, c'est que dans nos appels d'offres, historiquement, qui étaient extrêmement complexes, il y a une aversion au risque qui s'explique. Et cette aversion-là s'explique par le fait que nos PME au Canada, de par le nom même, sont petites ou moyennes, ils sont souvent moins robustes. Ils ont des équipes moins grandes, ils ont des processus de contrôle de la qualité qui sont moins bien établis. Ils peuvent avoir une robustesse moins grande, sont plus fragiles au cycle d'incertitude pour les commandes, par exemple. Donc, pour toutes ces raisons-là, les grands donneurs d'ordre préféraient aller avec leur chaîne d'approvisionnement déjà mature, déjà établie. Et il y a un autre élément que je dois mentionner aussi, et peut-être qu'on se tirait dans le pied un petit peu dans le passé avec nos compétitions, de la manière qu'on les formulait, qu'on les structurait. On était tellement peu tolérants aux risques qu'on mesurait les risques de livraison de capacités militaires, et plus le risque était grand, plus on enlevait des points techniques dans la compétition. Et je vais encore faire une comparaison ou illustrer ça avec quelque chose que moi j'ai connu avec le projet SAT-P. On mesurait ces risques-là, par exemple, avec la maturité de la relation entre le donneur d'ordre, le contracteur principal et ses sous-contractants. Et si la relation n'était pas mature, et s'ils n'avaient pas travaillé ensemble dans le passé pour intégrer des systèmes de façon collaborative, on augmentait le niveau de risque qui était perçu par le Canada et on enlevait des points techniques. Donc, pour toutes ces raisons-là, il y avait beaucoup d'obstacles pour les grands donneurs d'ordre à aller vers les PME. Ils n'étaient pas nécessairement encouragés à aller vers des plus petits joueurs. Et, puis ça, Marc, j'imagine, là, ça perpétue un système. Si on ne donne pas de contrat à nos petites, moyennes entreprises, ils ne prennent pas d'expérience, ils ne deviennent pas meilleurs à ce qu'ils font. Fait qu'ils ils sont toujours perçus comme des compagnies qui sont un risque parce qu'ils ne sont pas capables de se prouver avec des contrats. Oui, absolument. C'est le problème de l'œuf ou la poule, laquelle est arrivée en premier. Ouais.
Puis on ne leur Ouais. donne pas de job de travail, ils pourront pas maturer. Et voilà. Avec la stratégie industrielle en défense, l'approche est différente. Ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que les gros donneurs d'ordre, les OEM, les intégrateurs, puissent avoir des avantages s'ils décident d'intégrer des PME dans leur écosystème. Je vais encore donner un exemple là, qui explique pourquoi nos grandes compagnies hésitaient d'aller avec des plus petites compagnies. Là. Encore avec RPAS, il y avait tellement de documents à livrer, on les calculait par centaines. Puis RPAS, ce n'est pas l'exception. Là. Je pense que ça s'applique à tous les projets majeurs. Il y avait des plans vraiment exhaustifs sur un paquet de facettes, que ce soit la gestion de projets intégrés, les risques techniques, l'analyse comparative entre les sexes, les gestions de sécurité, les plans de gestion de l'information, gestion de l'entraînement, les bénéfices industriels et technologiques, gestion de soutien en service, gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il y en a une panoplie et souvent les PME étaient moins habitués avec ces documents-là et le partnership avec la grosse compagnie pouvait être plus compliqué. Et ce qui illustrait la complexité de cet environnement-là, c'est avec RPAS, je vais vous donner l'exemple, la matrice de conformité et de qualification pour tous les besoins obligatoires, c'était plus de 2000 besoins obligatoires. Et pour chaque besoin, on doit faire le lien avec des documents, une évidence technique, des tests, et ces rapports-là se comptent par centaines, par milliers. Et ça vient ajouter à cette culture d'aversion de risque. Là. On essaie d'éviter les joueurs qui ne sont pas habitués à cet environnement. Et les PME, par leur taille restreinte, puis leur structure allégée, représentaient un risque important. Puis qu'est-ce qui a changé maintenant dans la nouvelle politique? Qu'est-ce qu'on demande maintenant? Beaucoup moins? Ce qu'on fait maintenant avec la nouvelle politique, puis Yvan, tu l'as mentionné, les trois grands piliers de la stratégie industrielle de défense, construire, collaborer et acheter. Le dernier pilier, on va encore acheter des équipements à l'extérieur du Canada sur une base off-the-shelf, sur la tablette, on va les acheter. Les retombées industrielles et technologiques vont quand même s'appliquer dans des cas comme ça. Et la clé, surtout pour nos PME, c'est le facteur multiplicateur. Puis là, je dois l'expliquer parce que c'est extrêmement important de pouvoir comprendre c'est quoi un facteur multiplicateur. Essentiellement, lorsque un contracteur, un donneur d'ordre va signer un contrat avec le Canada, comme on l'a expliqué plus tôt, typiquement, la demande de ICED, les gens qui sont responsables des retombées économiques, ça va être 100% de la valeur du contrat. Puis, ultimement, le véritable moteur de changement, ce n'est pas l'obligation de livrer 100% de la valeur du contrat, mais l'incitatif. Puis c'est ça le facteur multiplicateur, puis j'y arrive. Dans certains cas bien spécifiques, comme l'attribution de travail ou de dollars en recherche et développement à une PME, par exemple, le facteur multiplicatif va être de 2, 3, 4, 5 selon le cas, qui va faire que $1 investi par un OEM dans une PME va valoir 5, par exemple, si le facteur multiplicateur est de 5,
$1 se transforme en $5 de retombées économiques. Et ça a un effet levier pour les compétitions. Essentiellement, là, on passe d'un environnement où travailler avec une PME, ça pouvait être une charge additionnelle pour le contracteur, à un environnement où cet effort-là va être financièrement incontournable pour améliorer les probabilités de gagner un contrat. Donc, si je peux l'expliquer d'une façon différente, là, la manière que les crédits pour les retombées économiques, pour la valeur de proposition vont être donnés, ça va grandement favoriser l'intégration des PME dans l'écosystème de la défense pour les contrats avec le MDN. C'est un changement absolument majeur. Fait que si je comprends bien, là, admettons que j'ai une compagnie, que je vais acheter un hélicoptère d'une compagnie d'un autre pays. Oui. Cette compagnie-là a fourni une proposition, puis dans sa proposition, elle dit, bon, moi, le contrat que je vais avoir, admettons, c'est 10 millions pour la vente de mon hélicoptère. Moi, je vais mettre 10 millions de retombées économiques, là, puis je commence à les lister. Puis là-dedans, là, admettons qu'il y a, je vais prendre un chiffre comme ça, là, 1 million de ces retombées économiques-là, là, je l'investis dans un PME qui fait de la recherche et développement, là, puis il y a un facteur de 3 dessus. Puis ça veut dire que si j'ai mis 1 million là-dedans, moi, après ça, là, dans mes documents, puis le gouvernement regarde, c'est l'équivalent comme si j'avais mis 12 millions de retombées économiques. J'en ai mis vraiment juste 10, mais vu que 1, il y a un facteur de 3, là, il compte pour 3 millions au lieu de 1. Fait que quand il évalue ma soumission, c'est comme si je promettais d'investir 12 millions, puis ça me donne un avantage sur quelqu'un qui ne le fait pas, au point de vue de retombées industrielles et technologiques. C'est ça? Absolument. Tu l'as très bien compris. Yvan, essentiellement, le gouvernement ne comptabilise pas le ratio 1 pour 1. Donc, un investissement réel de $1 pourra générer 2, 3, 4, 5 ou plus de dollars selon le facteur de multiplicateur en retombée économique pour l'entrepreneur principal. Puis, ces facteurs multiplicateurs-là existaient avant. C'est important de mentionner que dans mon ancien projet avec SAP RPAS, on a eu des facteurs multiplicateurs, mais ces facteurs multiplicateurs-là s'appliquaient seulement à, par exemple, des entreprises autochtones ou aux investissements faits dans nos universités ou nos collèges avec des dons en argent, par exemple. Ça ne s'appliquait pas aux PME. Ce qui a changé avec la stratégie industrielle en défense, c'est que maintenant, il va y avoir ce mécanisme-là pour les PME et ça change complètement l'équilibre des pouvoirs. Les grosses entreprises ils considéreront plus l'accompagnement de PME plus petites comme un risque administratif. Ils vont plutôt voir ça comme un moyen efficace et rentable d'optimiser leurs chances de gagner des compétitions et c'est significatif. Oui, puis d'après mon expérience là-dedans, Marc, j'ai souvent vu des gros contrats où on achetait des flottes d'avions, puis on nommait le prix de l'avion, des chasseurs à 25 milliards chaque, il y a longtemps, là. Mais c'était très cher pour acheter tous ces flottes-là. Mais ce qui coûtait encore plus cher, c'était tout le reste qui venait avec. Les simulateurs, les pièces de recharge, les moteurs, toute l'infrastructure qu'il fallait bâtir, les systèmes de maintenance qu'il fallait qu'il aille autour, puis tout ça. Souvent, c'était la plus grosse part du contrat, là. Dans le montant total, si un contrat montait à 50-60 milliards, ben, c'était peut-être ça, 25 milliards pour les avions seulement, mais tout le reste là, faisait monter la facture là, beaucoup plus haut. Fait que ce que tu nous dis, là, c'est que maintenant, on essaye avec les retombées industrielles et technologiques de maximiser ce montant-là pour qu'il soit investi au Canada, pour que ce soit des fournisseurs canadiens qui participent à ce contrat-là. Ça donne beaucoup plus de points à un compétiteur extérieur qui va essayer de nous vendre quelque chose en compétition avec d'autres. C'est un peu
le Oui, changement qu'on a là. c'est le principe. Et comme je l'expliquais dans l'article du journal Les Affaires, ce principe-là d'aider les PME, ça s'applique non seulement aux PME qui produisent des sous-systèmes qui sont installés directement sur l'équipement livré aux Forces armées canadiennes, ça s'applique aussi aux PME qui vont, par exemple, donner des services conseils, consultation en ingénierie, gestion de projet, gestion de conformité. Tous ces autres PME-là qui sont en soutien vont pouvoir bénéficier de ces facteurs modificateurs-là. Puis, ça va grandement favoriser l'exportation de notre expertise intellectuelle aussi. Si on fait grandir nos PME d'ici, avec ce facteur-là, on va pouvoir les faire travailler beaucoup plus avec nos intégrateurs. On va pouvoir optimiser leur pouvoir d'exporter et de garder leur propriété intellectuelle ici au Canada. C'est un facteur non négligeable. Donc, pour faire un sommaire, là, on est passé d'une situation dans le passé, avant la stratégie industrielle en défense, où il y avait un désavantage structurel face aux PME. Et maintenant, on est passé exactement à l'inverse. Le fardeau de l'intégration des PME est devenu un avantage concurrentiel pour les grosses compagnies. C'est un changement de paradigme significatif. Ouais, ben écoute, encore là, ça concerne un des 3 piliers, mais c'est quand même un pilier important pour beaucoup de PME. C'est compliqué tout ça. Je pense que les services que vous rendez avec l'expertise défense, là, je sais que vous aidez plusieurs entreprises là, à naviguer tous ces nouveaux changements-là, nouveaux stratégiques. Moi, je trouve ça super bien. Le fait qu'on publie maintenant dans les journaux, on essaie d'expliquer. Je pense que des anciens militaires comme toi, là, vous faites un pont entre l'industrie puis ce que le gouvernement essaie de faire. Merci beaucoup pour votre engagement. Je pense que pour les entreprises, maintenant, Marc, si tu permets, je vais mentionner là, qu'à l'écran, tu as mis tes contacts. Je pense que s'il y a des entreprises qui veulent discuter plus, qui ont besoin de plus d'informations ou qui désiraient être accompagnées un peu là, dans ce qu'ils essaient de faire, ben, ils peuvent vous contacter. Puis j'imagine là, que vous êtes prêt à rendre des services là, de ce côté-là. Absolument. On est disponible. Puis, basé sur l'expérience des derniers mois, il y a vraiment une grande demande. Les gens ont besoin d'aide. Nos PME ont besoin d'aide pour comprendre l'écosystème de la défense. Et ça fait chaud au cœur de pouvoir aider puis de contribuer à la communauté de la défense différemment. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on peut faire une différence. Marc, merci beaucoup pour tes informations avec le balado. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Encore une fois, merci. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Hi, I'm Joanna Davies. And I'm Colin Cook, and we are the co-founders and managing directors of Polaris Advantage. Between us, we bring decades of experience across the Canadian defense, marine, and shipbuilding sectors. As trusted advisors, we've built long-standing relationships and a strong track record of delivering results across this ecosystem. We started Polaris Advantage because we saw a significant gap. Canada needs more Canadian companies from the Royal Canadian Navy and Canadian Coast Guard sustainment ecosystems now and into the future. We help businesses enter and grow in defense, marine, and public safety, supporting both the path and the trajectory into successful futures. And the landscape is changing quickly with Buy Canadian policies, the Defence Investment Agency, the recently promulgated Defence Industrial Strategy, and shifting global dynamics. It's a much more complex landscape. We work closely with industry and government stakeholders, taking a Team Canada approach to connect the right people with the right opportunities. With a national network and deep expertise in growth, government contracting, and procurement, we help accelerate your path and trajectory and ensure you are guided and directed by experts. And the time is now. If you'd like to hear more about what Polaris Advantage is doing and our team of experts across the country, please check us out at polarisadvantage.ca. Thank you.
Êtes-vous une entreprise canadienne dans le secteur de la défense et de la sécurité? L'Europe recherche activement vos solutions novatrices dans les domaines aériens, terrestres, maritimes et spatial. Des marchés comme la Pologne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et la France investissent massivement dans la modernisation de la défense, générant une forte demande pour des technologies avancées et un savoir-faire spécialisé. Parmi les exportations le plus cherchées figurent les véhicules et composants militaires, les aéronefs militaires, les entraîneurs et simulateurs, l'équipement électronique, ainsi que les systèmes de défense aérienne et terrestre. Les dépenses militaires en Europe ont été de 693 milliards de dollars en 2024, soit une croissance annuelle de 17%. Avec un secteur de la défense robuste et une demande élevée en innovation, l'Europe représente une occasion prometteuse pour l'expansion mondiale de votre entreprise. Le monde est ouvert aux affaires. Donnez plus d'élan à votre parcours d'exportation en visitant délégués commerciaux.gc.ca.